Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Maintenant, dans ce tutoriel, on fera une introduction des listes chaînées. J'aimerais faire un programme qui permet de construire une liste de plusieurs étudiants. Disons que ce sont 50, sachant que chaque étudiant dispose d'un nom, un prénom et une note. Donc on aura besoin de définir une structure qui s'appelle étudiant. Donc char nom, char prénom et finalement float note. Dans une liste chaînée composée de 30, une chaîne de caractères composée de 30 caractères, et la même chose pour prénom, et finalement la note de type réel. Donc on va nommer notre liste étudiant. Maintenant, disons que nous sommes dans le mail, donc pour construire une liste de 50 étudiants, donc d'habitude on déclare un tableau de études de 50 cases de type étudiant. Lorsqu'on exécute ce programme là et que l'on commence par cette ligne, on réserve un tableau constitué de 50 cases. Attendez. De 50 cases de type étudiant. Celui-là, étudiant. Désolé. Donc, étudiant, étude 0, étude 1, jusqu'à ce qu'on arrive à étude 49. Celle-ci est la dernière case. Chaque case est composée d'un nom et un prénom et une note. Un nom et un prénom et une note. Un nom, un prénom et une note. Jusqu'à la dernière case. Donc lorsqu'on voudra réserver, lorsqu'on voudra ajouter un étudiant, à chaque fois qu'on ajoute un étudiant, il aura une place dans une case quelconque. Mais ce tableau là a une limite à 50 cases. Donc lorsqu'on voudra ajouter par exemple un 50 et un 51 et un, donc la personne numéro 51, on pourra pas parce que le tableau ne supporte pas plus que 50 étudiants. Certains d'entre vous vont dire qu'on pourra utiliser un tableau dynamique. Oui, mais on est toujours obligé de définir un nombre d'éléments, que ça soit au niveau de la déclaration d'un tableau statique comme le cas ici, donc 50, ou bien au niveau d'une allocation dynamique d'un tableau, on sera toujours amené à par exemple malloc 50 fois size of, etc. Donc on sera toujours obligé de définir un nombre de cases, peu importe le type du tableau. Pour cela, on a besoin d'une deuxième solution.
Les avantages d'un tableau, c'est que chaque case est collée l'une à l'autre. Donc regardez, nous avons la case 0, après il y a la case 1, la case numéro 2, la case numéro 3, jusqu'à ce qu'on arrive à la case numéro 49. Mais le défaut, c'est qu'on est obligé, et on peut toujours accéder à une case juste en déterminant l'indice. Mais le défaut, c'est que nous sommes toujours obligés de définir un nombre de cases, que ce soit au niveau d'un tableau statique ou bien un tableau dynamique. Pour cela, on aura besoin d'une nouvelle méthode, bien entendu, les listes chaînées. Je vais maintenant vous expliquer le principe. Disons que nous avons pas, disons que nous sommes dans une direction, et chaque étudiant a un bulletin où on a les informations suivantes. Il y a le nom, le prénom. Attendez, je vais l'écrire. Donc ici le nom, le prénom et la note. Celui-ci est l'étudiant A. Il y a l'étudiant B. Et là, on a aussi le nom, le prénom et la note. Et il y a aussi l'étudiant C. Nous avons la note, le prénom, le nom et le prénom et la note. Mais comme vous voyez, tous ces bulletins-là, je suppose que la feuille d'étudiant A se trouve dans le salon. Donc, je vais tout simplement écrire ici salon. Et l'étudiant B se trouve dans chambre 1. Et le bulletin d'étudiant C se trouve dans la chambre 2. Ou bien tout court CH2. Le principe des listes chaînées, c'est comme ainsi. Chaque élément dispense d'une sorte d'étiquette. Une étiquette vers le suivant. Je vais supposer que l'organisation de ces feuilles-là se fait selon l'ordre alphabétique. Donc A, puis B, puis C. Donc le premier élément c'est A, le deuxième élément c'est B, et la troisième élément c'est C. Donc A a une sorte d'étiquette où on a écrit ici CH1. Ça veut dire chambre 1. Et la même chose pour l'étudiant B. Son bulletin contient une étiquette où on écrit l'adresse ou bien la place où on a mis le bulletin d'étudiant C. Donc ici chambre 2. Et finalement, puisque c'est le dernier, donc on n'écrit rien ici. Ou bien tout simplement on écrit slash. Ça veut dire la fin. Il n'y a rien après. Donc, nous avons c'est comme si nous avons une sorte d'une flèche virtuelle que si je suis le sens de cette flèche là, je vais trouver le bulletin B. La même chose pour le bulletin B et le bulletin C. Si je lis, lorsque je vais lire cette étiquette, c'est comme si j'ai une sorte de flèche qui va m'emmener jusqu'à le bulletin C. Mais comme je vous ai dit, ces bulletins-là sont classés selon l'ordre alphabétique. Donc, dans un ordre, il y a bel et bien un premier élément et un dernier élément. Attendez, je vais agrandir. Je vais ajouter un autre bulletin.
et ça sera celui d'étudiant D. Donc D, nom, prénom, note, et là c'est la fin. Je vais supposer qu'il se trouve dans la chambre. Attendez, je vais l'écrire ici. Donc je vais supposer qu'il se trouve dans la chambre 3. Donc ici, pour indiquer à celui qui va chercher ces bulletins-là, chacune la place où se trouve le bulletin, donc celui qui suit C, c'est le bulletin D. Donc ici, je vais écrire la place de ce bulletin-là qui est CH3. Ça veut dire chambre 3. La même chose pour chambre 1, chambre 2, CH3, CH2. Donc nous avons une sorte d'une flèche virtuelle. Si je suis cette flèche, je vais me retrouver devant ce bulletin-là. Mais comme je vous ai dit, dans un ordre alphabétique, il y a bel et bien un premier élément, comme ici A, et un dernier élément, comme ici D. Donc, pour spécialiser ces éléments-là, on a besoin d'une sorte d'étiquette. Cette étiquette-là sera spéciale. Comme je vous ai dit, là, le bulletin A se trouve dans le salon. Donc, on aura besoin d'une petite étiquette. Lorsque je vais la lire, je saurai où se trouverait le bulletin A. Donc, une fois je me retrouve, donc c'est comme si nous avons ici une sorte de flèche. Donc, une fois je lis le salon, je vais chercher dans le salon, je trouverai le bulletin A. Je vais lire l'étiquette qui se trouve ici. Voilà, le bulletin B se trouve dans la chambre 1. Donc, je vais chercher dans la chambre 1 et je trouverai B. La même chose ici, je trouverai C jusqu'à ce que je me retrouve dans le bulletin D et je vais lire l'étiquette ici et je trouverai slash, ça veut dire que c'est la fin, que c'est le dernier élément. Maintenant, c'est quoi la relation entre ce que je viens de vous montrer ici et les listes chaînées? C'est exactement le principe des listes chaînées. Je vais ouvrir un autre Paint. Les listes chaînées, c'est comme ainsi. Nous avons des emplacements mémoire, des variables, plutôt des emplacements mémoire de type étudiant. Nous avons ici le prénom, la note. Attendez. Nous avons ici le nom, le prénom et la note. Mais ce dernier champ est spécial. Là, donc je vais dessiner d'autres emplacements mémoire de type étudiant. Et finalement, le dernier champ, le dernier élément, plutôt le dernier étudiant. Et comme je vous ai dit, il dispose d'une information spéciale. Voilà. Je suppose que cet étudiant-là est l'étudiant A. Il y a la note et il y a le prénom et la note. Et il s'appelle A. Comme je vous ai dit, l'étudiant A, le bulletin d'étudiant A contient les informations et aussi une étiquette. Cette étiquette-là contient l'adresse du bulletin, du prochain bulletin, ou bien dire du bulletin suivant. Donc
lorsque je vais lire le bulletin A, je vais lire l'étiquette pour trouver le bulletin qui suit, donc l'étudiant B. C'est la même chose ici. Nous avons cette case-là contient l'adresse. Je vais utiliser la couleur verte. Cette case-là contient un pointeur. Ce pointeur-là est... Attendez, tout d'abord je vais écrire mes éléments là. Donc ici B, et ici C, et finalement D. Ok. Donc l'étudiant A contient les informations des noms, prénoms et notes, et une case spéciale. Cette variable spéciale, il s'agit d'un pointeur. Ce pointeur-là pointe vers l'élément suivant. Donc, il pointe vers B. B aussi dispose d'une étiquette. Cette étiquette-là s'agit plutôt d'un pointeur. Ce pointeur-là pointe vers l'élément qui suit, qu'il s'agit de C, l'élément C. C aussi dispose d'un pointeur vers l'élément suivant jusqu'à ce qu'on arrive à l'étudiant D. Mais comme je vous ai dit, D s'agit du dernier élément. Donc il a une sorte de slash. Ça veut dire que c'est la fin de la liste des bulletins. C'est le dernier bulletin. Donc pour décrire cela en langage informatique, on utilise tout simplement qu'il pointe vers nul. Ça veut dire vers rien. Nul, c'est rien. C'est comme si nous travaillons dans un circuit électrique et pour terminer notre circuit, on utilise le sol pour tout simplement terminer le circuit. Maintenant, comme je vous ai dit, puisqu'une liste de chaînes puisque nous avons ici une sorte de liste et qu'il suit nous avons plusieurs éléments, donc il y a bel et bien un premier et un dernier. Comme je vous ai dit, le dernier, son élément, son pointeur qui s'appelle suivant, donc on va dire qu'il s'appelle suivant, pointe vers nul. Maintenant, il faut spécialiser le premier élément et ça sera notre clé pour qu'on puisse accéder aux autres. Pourquoi? Parce que une fois je saurai l'adresse du premier, une fois je vais lire le premier, je saurai où je trouve le deuxième. Une fois que je lis le deuxième, je saurai où je trouve le troisième, et ainsi de suite. Donc, on aura besoin d'une variable aussi spéciale qu'on va la nommer début. Le début contient l'adresse. Le début contient l'adresse de A. Donc, lorsque je vais, par exemple, je voudrais accéder au deuxième élément, il faut d'abord que je ne disposerai que d'une étiquette qui s'appelle début, ou bien entendu le pointeur début. Ce pointeur là contient l'adresse du premier. Donc lorsque je saurai l'adresse du premier, je vais me serrer du pointeur suivant pour accéder à l'élément suivant qui est B, une fois que je trouve ce que je cherche. Maintenant, comment traduire tout cela en code? Donc, on n'aura pas besoin d'un tableau. Donc ici, nous disposons de notre structure. Je vais juste utiliser une définition normale. Ça, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, mais pour l'instant, afin de faciliter la compréhension des listes de chaînes, je vais utiliser la méthode standard. Donc type-d'abstract étudiant. Retournons à notre schéma. Comme vous voyez, chaque emplacement mémoire qui s'appelle
étudiant dispose des informations qui sont le nom, le prénom et la note, et un pointeur qui pointe vers l'élément suivant. Et comme vous savez, si je veux j'ai une adresse d'un entier int a. Si je veux réserver son adresse, j'aurai besoin d'un pointeur et qui est du même type. Donc pour que je puisse réserver l'adresse de A, je vais la réserver dans le pointeur de ptr dans le pointeur. Parce que le pointeur, c'est la seule variable qui peut contenir des adresses. Vous voyez? C'est pour ça qu'on les utilise ici. On n'utilisera pas des variables normales. Donc, pour réserver l'adresse d'un entier, on a besoin d'un pointeur de type entier. C'est la même chose ici. Pour réserver une structure de type étudiant, on a besoin d'un pointeur de type étudiant. Donc ici, on aura besoin d'un pointeur de type étudiant, et qui s'appellera next. Ça veut dire l'élément suivant. Donc à chaque fois que je vais créer un étudiant, je vais y insérer une adresse, comme ici. Et comme je vous ai dit, une liste chaînée est caractérisée par un élément spécial qui s'appelle début. Donc, ce début-là pointe vers la première adresse qui s'appelle, comme ici, A. Donc, on a besoin, puisque c'est un pointeur et qu'il pointe vers qui pointe vers un élément de type étudiant, donc il doit être aussi un pointeur de type étudiant. Donc, je vais venir ici et je vais déclarer étudiant, et cette fois-ci il s'appellera first. On peut tout simplement utiliser la variable first comme ça tout courte, mais l'utilisation des variables globales, ça veut dire hors de toutes les fonctions, est déconseillée. Pour cela, on va créer une structure qui s'appellera typedef-struct ici list, ou bien linked list, ça veut dire liste chaînée. Et je viendrai ici et je vais la nommer list. Linked list. Cette structure-là contient juste un élément qui s'appelle first de type étudiant. Celui-là contiendra l'adresse du premier élément de la liste chaînée. Donc, pour résumer, une liste chaînée est composée de plusieurs emplacements mémoire d'un type donné, et chaque emplacement mémoire dispose d'un pointeur qui s'appelle suivant et qui contient l'adresse de l'élément suivant. Nous avons par exemple ici l'élément A dispose d'un pointeur qui s'appelle suive et qui pointe vers B. Lui aussi son suivant pointe vers l'élément C, et C dispose du pointeur aussi qui s'appelle suivant, bien next, et qui pointe vers l'adresse du D jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la fin de la liste. Sachant que le dernier élément, son next ou bien son suivant, pointe vers null, ça veut dire la fin de la liste chaînée. Et pour spécialiser
Et pour spécialiser le premier élément, on utilise un pointeur qui s'appelle début et qui dispose de l'adresse du début comme ici A. Je répète, début contient l'adresse de A. A. Son ex contient l'adresse de B. B contient l'adresse de C. C contient l'adresse de D. Et D, le next de son ex contient null. Ça veut dire la fin du... Je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais pour l'instant, juste rappelez-vous bien de ce que je viens de vous expliquer. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les fonctions qu'on utilise pour ajouter un élément et dans une liste chaînée et l'afficher et aussi le supprimer, et ça vous donnera une image plus claire sur les listes chaînées. Merci tout le monde et n'oubliez pas de partager le site Ask Me How pour partager le savoir. À toutes.